C'est la première fois au monde que vous voyez un œil humain comme ça. C'est un œil humain qui n'a pas été disséqué, qui est imagé en entier. Et donc vous voyez ici tous les vaisseaux sanguins de cet œil, allant aussi bien du nerf optique jusqu'à l'avant de l'œil. Et quand on rentre à l'intérieur, vous voyez ici toute la rétine, la vascularisation de la rétine, allant du nerf optique jusqu'au segment antérieur de l'œil. Je m'appelle Marie Darche, je suis ingénieure de recherche au sein du CIC, donc le Centre d'investigation clinique de l'hôpital des 15-20, dirigé par le professeur Pack, et je travaille aussi à l'Institut de la Vision. Oui, c'est la première fois. Cette technique-là, elle est assez ancienne, elle a une dizaine d'années maintenant dans d'autres domaines, comme le cerveau et la tumeur, mais elle était impossible jusque-là sur l'œil humain, et à cause de la complexité de l'œil, de sa structure et de sa pigmentation. Et donc notre équipe à l'hôpital des 15-20 a été la première équipe à réussir à transpariser un œil humain entier. Alors la transparisation, c'est un concept assez simple et un peu fou à la fois. Nos microscopes, ils fonctionnent à base de lumière. Pour pouvoir pénétrer dans un échantillon biologique, il faut que l'échantillon soit assez fin pour que la lumière puisse passer. Du coup, pour imager des échantillons beaucoup plus gros, donc un échantillon dans sa structure 3D naturelle, on s'est dit, pour laisser passer de la lumière, il faut un échantillon transparent. Donc la transparisation, c'est ça, c'est rendre un échantillon biologique transparent. C'est tout un procédé de produits chimiques, etc. Mais grossièrement, on va se débarrasser de ce qui va bloquer la lumière de nos microscopes. Donc les pigments, l'œil étant le tissu le plus pigmenté du corps humain, c'était un gros blocage. Et les lipides, c'est-à-dire la graisse, il y a des lipides dans un tissu autour des cellules, etc. On l'enlève et on la remplace par une huile minérale. Et c'est comme ça qu'on va avoir un échantillon qui a un seul indice de réfraction, c'est-à-dire que la lumière va passer à travers tout l'échantillon sans être diffusée ou diffractée. Les yeux qu'on image, on a mis des marqueurs fluorescents dedans, donc selon les questions que me posaient mes collègues. Là, on a publié sur les vaisseaux sanguins et les nerfs, mais on peut marquer à peu près n'importe quoi, les neurones, les cellules inflammatoires. On va ensuite devoir trouver un microscope qui va être capable de rentrer un œil humain entier. Là, ça a été le gros problème qu'on a rencontré. En France, il n'y a aucun microscope capable de rentrer un échantillon de 3 cm par 3 cm. On a donc dû aller en Suisse avec nos collaborateurs du Wyss Center à Genève. Et donc le microscope qu'on utilise, c'est un microscope à feuillet de lumière. Donc le concept est assez simple. Votre microscope classique utilise un laser qui va imager un seul point de votre échantillon et il va bouger. Pour vous donner une idée, pour faire 1 mm3 de rétine avant, avec un microscope comme ça, c'est 90 heures d'imagerie. Un microscope à feuillet de lumière, il va avoir un rayon de lumière qui va passer à travers une lentille. Ça va transformer ce rayon en feuillet de lumière. Il va traverser votre échantillon et imager plan par plan. C'est 300 à 400 fois plus rapide, et là par exemple, on est capable d'imager un œil humain entier en 4 heures. Alors non, c'est vraiment une technique qui est faite sur des tissus de donneurs, puisque nous sommes donc des biologistes. Donc nous vraiment notre but c'était pas de remplacer l'imagerie qu'on peut avoir sur les patients, puisqu'on a de l'imagerie à très haute résolution à l'hôpital des 15-20. Mon équipe est une équipe spécialisée dans le développement de très haute résolution sur le patient. Là vraiment notre but c'était d'avoir la partie biologique qui correspondait, avec un œil en 3D non abîmé, et donc avoir des images de biologie qui ressembleraient aux images sur les patients. Alors les yeux avec lesquels on a travaillé sont des yeux qui viennent de la banque du Minnesota, le Lions Gift of Sight. On travaille avec les États-Unis pour une raison assez simple, c'est que le don du corps est un peu plus complexe en France qu'il ne l'est dans d'autres pays. Nous, contrairement à beaucoup d'autres pays, même en Europe, on ne peut pas donner juste un organe à la science, on est obligé de donner tout son corps à la science. Donc c'est un don qui est très complexe, malgré le fait que beaucoup de nos patients et des associations de patients qui nous soutiennent souhaiteraient pouvoir participer après leur mort. Donc du coup, on est obligé de travailler aussi avec les États-Unis, puisqu'en France, les chercheurs n'ont pas accès aux données des patients. Comment vous voulez étudier une maladie chez des patients si la seule donnée que vous avez sur l'organe, c'est que c'était une patiente de 84 ans. On ne peut pas savoir quelle maladie elle avait. Aux États-Unis, on a accès à tous les dossiers médicaux du patient, anonymisés évidemment, mais voilà, on sait quel était son bilan ophtalmologique, comment sa maladie a évolué, comment elle a été traitée, et si elle a été traitée ou si elle a mené à une cécité. Alors il y a beaucoup de choses, on en est au tout début évidemment, vu que ça vient d'être mis en place. Déjà, on voudrait revoir l'anatomie classique. On s'est rendu compte que beaucoup des schémas sont en fait des choses qui ont été extrapolées par l'humain. On a vu des coupes d'œil et on s'est dit ça doit être fait comme ça l'anatomie. Finalement, en analysant patient par patient, on se rend compte que l'être humain est très différent d'un individu à l'autre
Et là où on pensait qu'un vaisseau allait d'un point A à un point B, nous on se rend compte que c'est faux, il va passer par d'autres structures. Donc déjà, revoir l'anatomie basique va être très intéressante. Après, on a vraiment toute une étude sur le vieillissement. Comment est-ce qu'un œil va vieillir de façon saine et quand est-ce que ça va devenir un vieillissement pathologique. Et donc essayer de comprendre les maladies. Il faut savoir que dans l'œil, les maladies principales de la perte de la vision, non seulement on ne sait pas forcément les traiter, mais on n'en connaît même pas la cause du déclenchement ou de l'aggravation chez certains patients. Donc pour ça, on veut utiliser ces datas en 3D. L'avantage, c'est que là, l'œil il est numérisé en entier. Donc on peut zoomer aussi bien sur une zone d'intérêt ou dézoomer à l'échelle de l'organe. Et on peut partager ces données entre plein de chercheurs pour travailler dessus. Donc on entend par là quoi? Différents spécialistes. Nous, à l'hôpital des 15 ans, on a des spécialistes, des médecins spécialisés dans chaque partie de l'œil, la cornée, le nerf optique, la rétine. Là, tout le monde peut travailler sur un même échantillon et apporter leur expertise sur un seul échantillon. On entend aussi la transdisciplinarité. Moi, dans mon équipe, on a des physiciens, des mathématiciens, des bioinformaticiens. Maintenant, tout le monde peut se rassembler autour de ces mêmes images. Et enfin, ce qui pour nous est très important, c'est le partage à l'international. On dit toujours que la question qui résolvera peut-être une maladie, un problème, on ne sait pas d'où elle viendra. Elle peut venir de l'autre bout du monde, elle peut venir d'un chercheur, d'un médecin. Là, envoyer l'œil humain par la poste, c'était pas possible avant. Envoyer des datas numérisées, c'est tout à fait possible. Donc on peut se dire maintenant qu'un échantillon aussi rare qui a demandé un tel sacrifice d'un patient, il pourrait servir à 200, 300 études, avec chacun une question particulière dans telle zone de telle maladie. Et ça pourrait enrichir énormément de recherches et donc vraiment rentabiliser en fait ces échantillons très rares et très durs à trouver. Alors il n'y a pas de limite aux maladies, à peu près toutes les maladies pourraient passer par là, évidemment selon celles qui sont disponibles, mais on a des maladies qui sont d'intérêt assez à court terme, on va dire. Donc il y a des maladies comme l'ADMLA, qui est la première cause de cécité dans le monde. On a le glaucome, qui va être une maladie qui va affecter différentes parties de l'œil, donc typiquement très intéressant d'étudier l'organe en entier. On a la myopie forte, il y a une épidémie de myopie dans le monde, on n'en connaît même pas la cause, donc avec des causes qui sont de plus en plus graves. Et après beaucoup d'autres, la rétinopathie diabétique, l'occlusion veineuse, etc. On a vraiment une liste de maladies malheureusement qui est très longue. L'œil est assez unique comme organe dans le corps humain. Si on le compare à des tissus complexes comme le cerveau, le rein, le pancréas, ce sont des organes qui certes ont des cellules très différentes, mais vont avoir des structures relativement homogènes quand on regarde l'organe entier. L'œil par contre, à l'inverse, c'est un organe très hétérogène. L'extérieur de l'œil est fait pour protéger l'œil de toute intrusion, donc c'est très solide. L'intérieur de l'œil, c'est majoritairement du vitré, donc le vitré c'est 99% d'eau. C'est un tissu très fin, 600 micromètres, qui est la rétine, qui est donc le cerveau de l'œil, capable de transformer la lumière en électricité, qui est très fragile. Si on le touche avec une pince, on le déchire. Donc il était à la fois trop fragile pour les protocoles un peu extrêmes pour les organes résistants, ou comme les os, et à la fois beaucoup trop solide pour des protocoles beaucoup plus doux. À ça s'ajoutait le problème majeur qui était le pigment. Faut savoir que le pigment de l'œil est la pigmentation la plus forte de tout le corps humain. Dans l'œil, son but c'est simple, c'est si un photon n'est pas utilisé pour la vision, les pigments de l'œil vont l'arrêter. Malheureusement, les pigments qui vont arrêter la lumière de votre vivant, ils vont aussi arrêter la lumière de nos microscopes. Donc il a fallu trouver un protocole adapté à toutes ces contraintes de l'œil, aussi bien physiques que biologiques, que la fameuse pigmentation qui a bloqué les chercheurs toutes ces années. Alors on a deux objectifs. Le premier, ça va être évidemment de construire une base d'imagerie en 3D d'énormément de pathologies pour pouvoir y apporter toutes les expertises qui nous intéressent. Et l'autre, ça va être évidemment le développement d'un microscope en France, parce que pour l'instant, aller en Suisse à chaque fois imager un échantillon, c'est très complexe. Et on souhaiterait ramener aussi la petite touche à la française, puisque nous avons des physiciens experts en optique de l'œil. Donc on souhaiterait construire un microscope basé sur les connaissances de nos collaborateurs suisses, mais amélioré, pour avoir un microscope français spécialisé dans l'imagerie des échantillons humains. Donc capable de faire des très grands échantillons avec de nombreuses couleurs, et même l'ouvrir après du coup à d'autres chercheurs, puisque l'œil est très important, mais on a aussi cette problématique dans les chercheurs en cardiologie, pour la tumeur, pour le cerveau, etc.